Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Nicolas Messier. Ça me fait plaisir aujourd'hui de venir vous présenter cette web conférence sur les chiens d'assistance à la mobilité. Donc, je suis conseiller principal en intégration volet défense des droits chez Moelle Épinière et Motricité Québec. Et je suis aujourd'hui avec Bagou, qui est mon chien d'assistance depuis maintenant 3 ans. Et donc, je venais vous parler un peu de ce que ça représente. Avoir un chien d'assistance, à quoi ça sert, ce que ça nécessite et tout le reste. Comme plan de présentation, d'une manière générale, on va aborder qu'est-ce qu'un CAM, donc un chien d'assistance à la mobilité, les exemples d'utilisation qui peuvent en être faites, l'historique du chien d'assistance au Québec, le portrait des utilisateurs. On va aborder aussi tout ce qui entoure la législation, donc la Charte des droits, et ainsi de suite. On va parler aussi des sortes de chiens qui peuvent être utilisés comme chien d'assistance par Mira en particulier, et des étapes pour obtenir un chien d'assistance. Donc, et par la suite, je vais vous parler plus de mon expérience personnelle comme utilisateur. Moi, sans fond, Bagou, ici. C'est mon deuxième chien d'assistance. J'en ai eu un autre pendant près de 9 ans, il y a quelques années déjà. Et donc, à travers tout ça, je vais vous parler un peu de mon expérience personnelle. Donc, commencer le séjour chez Mira, donc pour aller chercher le chien, les avantages d'avoir et d'utiliser un chien d'assistance, les inconvénients aussi, parce qu'il faut se le dire, c'est pas seulement des avantages, il y a quand même certaines responsabilités qui accompagnent une aide comme celle-là. Et je vais terminer en fait en vous présentant certains liens qui vous permettront d'approfondir vos connaissances sur l'ensemble de ces questions-là. Donc, qu'est-ce qu'un CAM? Un CAM, dans le fond, chien d'assistance à la mobilité, est un chien, comme son nom le dit, qui accompagne la personne handicapée dans tout ce déplacement. Donc, ça sert à pallier à certaines limitations fonctionnelles. Donc, il peut avoir des différentes fonctions qu'on va pouvoir explorer plus en détail tantôt. Mais concrètement, c'est considéré comme une aide à la mobilité. Donc, au même titre qu'un fauteuil roulant, par exemple, ou une canne. Et donc, il permet de réaliser différentes tâches au quotidien. Une des premières utilisations, donc fonction assez de base des chiens d'assistance à la mobilité, permet dans le fond de rapporter des objets, que ce soit une télécommande qu'on échappe par terre, des clés, son téléphone. Bref, le chien peut être entraîné à ramasser les objets et à le rapporter à leur maître. Ce qui peut être très utile pour les personnes, par exemple, qui ont de la difficulté à se pencher et d'aller rejoindre le sol, soit parce qu'il y a un manque de force, un manque d'équilibre. Différentes raisons peuvent justifier cela. Ils peuvent aussi être entraînés à peser sur les boutons d'ouvre-porte. On sait que des fois, par exemple, les boutons dans les centres d'achat ou sur les lieux publics sont placés à des endroits qui ne sont pas forcément facilement accessibles avec un fauteuil roulant manuel ou que la personne n'a pas la force de bouger, par exemple, personne tétraplégique, de se rendre jusqu'au bouton. Donc, le chien d'assistance permet d'aller pousser sur ce bouton-là, soit avec sa patte ou avec son nez, comme on voit ici sur la diapositive. Donc, après ça, il peut aider au déshabillage en tirant sur les vêtements. Donc, que ce soit comme sur l'image ici pour un bas, une manche de vêtements, un manteau, des choses comme ça. L'hiver, ça peut être utile. Quelqu'un qui a de la difficulté à enlever son manteau, le chien peut être entraîné à tirer dessus et donc à permettre à dégager le vêtement, ce qui pourrait être difficile pour quelqu'un qui manque de préhension, de motricité fine. Comme je disais plus tôt, ça peut aussi aider à la marche. Donc, il y a un harnais, comme on voit sur l'image ici, qui est spécialement conçu pour ça. Il y a une poignée, debout, ici. Il y a une poignée ici qui vient s'installer sur le harnais et qui permet à la personne de venir d'une part, oui, mettre du poids, mais d'autre part aussi permettre de compenser les pertes d'équilibre. Donc, quelqu'un qui aurait plus de difficulté à garder son équilibre, le poids du chien permet de stabiliser la personne de façon très efficace pour les gens qui sont capables de marcher, par exemple. Assez. Donc, ensuite de cela, comme je disais, ça peut aussi être un point de transfert, un point de support pour les transferts ou pour se relever du sol.
Ça permet, par exemple, après une chute, de pouvoir utiliser le chien, qui ici est très solide au niveau des épaules avant, qui permet de mettre quand même un bon poids, un peu comme pour la marche, donc de pouvoir l'utiliser pour se relever, ou encore dans des endroits qui sont moins bien adaptés, par exemple quand on n'est pas chez soi, on est à l'hôtel, choses comme ça, le niveau du lit, le niveau de la toilette peuvent être pas tout à fait appropriés par rapport à ce qu'on a besoin, il peut manquer de barre d'appui, le chien peut venir se positionner de façon stratégique de manière à permettre un transfert de façon efficace. Et finalement, la traction du fauteuil roulant manuel. C'est la raison pour laquelle, dans le fond, j'ai Bagou. C'est la principale raison. Donc, c'est vraiment pour aider à propulser le fauteuil. On utilise un harnais comme celui-ci. Il y en a différents modèles. Il y en a avec une longue tige en métal qui fait l'arrière de chaque côté et sur lequel on vient attacher le fauteuil. Et ça permet en fait de pouvoir se déplacer sur des plus longues distances. Ça permet de pouvoir aussi affronter des côtes qu'on serait pas capable sur lesquelles on ne serait pas capable de se déplacer de manière autonome, de franchir des obstacles, d'être sur des terrains plus difficiles, comme par exemple ici on a du gazon. Bien, ça peut être la même chose avec du gravier, d'autres surfaces de ce type-là. Je pense que ça peut être intéressant peut-être de voir vraiment le chien en action aussi, pas juste d'en parler. Donc je vais faire quelques petites démonstrations de ce que Bagou peut faire pour moi. Donc on va commencer par des exercices de rapport d'objets. Donc j'ai échappé les objets puis je vais lui demander de me le ramener et on va voir ce qui va se passer. Oups. Bagou, prends, doucement, prends. Prends. Doucement. Apporte. Non. Viens. Viens. Bagou. Viens. Viens. Apporte. Donne. Ouais. Bon chien. Regarde. Prends. Prends. Doucement. Doucement. Apporte. Donne. Ouais. Bonne fille. Au pied. Viens ici. Bon chien. Oh. Prends. Prends. Doucement. Apporte. Apporte. Donne. Donne. Ouais. Bonne fille. Ouais. Chien, ça. Ouais. On va maintenant faire un petit historique de l'existence des chiens d'assistance au Québec. Donc, il existe plusieurs centres d'entraînement de chiens guides et d'assistance au Canada et aux États-Unis. Par contre, au Québec, seuls les chiens entraînés par la Fondation Mira sont complètement reconnus et entièrement acceptés partout. Au début des années 1990, Mira a commencé à s'intéresser au potentiel du chien d'assistance à la mobilité en tant qu'aide technique. Donc, au départ, Mira faisait seulement des chiens guides pour les personnes non-voyantes et a découvert, entre guillemets, que ça valait la peine d'investir dans ces chiens qui avaient peut-être certains petits problèmes de comportement qui ne leur permettaient pas d'être des chiens guides, qui doivent être vraiment absolument parfaits, mais qui avaient quand même un bon potentiel pour être utilisés pour d'autres besoins. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à entraîner des chiens d'assistance à la mobilité. Il en coûte en moyenne 30 000 $ à la Fondation Mira pour entraîner un chien. Et tous les chiens sont remis gratuitement aux bénéficiaires. Donc, c'est vraiment une fondation très généreuse et je dois dire vraiment que je suis personnellement très reconnaissant à Mira pour le travail qu'ils font. Chaque année, c'est à peu près la moitié des 300 chiens qui naissent, donc à la pouponnière. Ils ont des mâles, des femelles reproductrices, et donc ils ont à peu près 300 naissances par année, ce qui donne au bout du compte seulement à peu près 180 chiens qui se qualifient pour devenir des vrais chiens d'assistance ou des chiens guides dépendamment. Actuellement, il y a 400 personnes à peu près handicapées qui utilisent un chien d'assistance entraîné par la Fondation Mira. Donc, chaque année, c'est une vingtaine de chiens qui sont remis à des bénéficiaires. Puis, il peut y avoir vraiment différents types de limitations motrices qui peuvent justifier l'utilisation d'un chien d'assistance, que ce soit par exemple les personnes tétraplégiques, paraplégiques,
comme les membres de l'association, mais aussi les personnes qui ont la sclérose en plaques, les personnes qui ont le spina bifida, et ainsi de suite. Donc, un ensemble de personnes peuvent en bénéficier. Donc, au niveau de la législation qui entoure les CAM, la Charte des droits et libertés de la personne au Québec est très claire. Le CAM est considéré comme un moyen pour pallier un handicap. Il est donc interdit de refuser l'accès à une personne, à un lieu, parce qu'elle est accompagnée de son chien d'assistance, sous peine de s'exposer à des poursuites devant la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Donc concrètement, chaque année, il y a quelques causes qui arrivent devant la Commission et de manière générale, les plaignants ont gain de cause et donc reçoivent des sommes pouvant aller de quelques milliers à quelques dizaines de milliers de dollars pour compenser pour la discrimination qu'ils ont vécue. Donc, ça peut être par exemple dans un taxi où est-ce que la personne, le chauffeur de taxi refuse de laisser monter la personne avec son chien, dans un bar, dans un restaurant. Moi-même, ça m'est arrivé quand même à plusieurs reprises, soit devoir m'ostiner avec la personne, puis finalement d'autres clients viennent m'appuyer, qui font en sorte que le commerçant me laisse finalement rentrer avec mon chien d'assistance, mais dans d'autres cas, j'ai carrément pas pu rentrer malgré la présence de policiers que j'ai fait amener sur les lieux, tout ça. Donc personnellement, je n'ai pas poursuivi, mais tout utilisateur qui se verrait discriminé en raison de son chien d'assistance peut le faire. Et évidemment, en tant que conseiller en défense des droits, c'est sûr que j'encourage tout le monde à le faire pour faire valoir ses droits. Donc, au niveau des races de chiens, il y a principalement 3 grandes races de chiens qui sont utilisées par la Fondation Mira. Donc, il y a d'une part les labradors, les bouviers bernois et ce qu'on appelle finalement les labernois ou encore les Saint-Pierre, qui sont un mélange des 2 premiers. On a ici Bagou. Bagou, viens ici. Oui, assis. Bagou ici est un Saint-Pierre assez classique. Par contre, elle a le poil court en ce moment parce qu'elle vient de se faire raser. Normalement, les Saint-Pierre ont le poil beaucoup plus long, donc plus comme les bouviers bernois. La raison pour laquelle ils mélangent, dans le fond, ces 2 races-là, c'est que le chien labrador est principalement un chien de chasse, tandis que le bouvier bernois est un chien de berger. Et donc, c'est deux caractères qui sont un peu presque à l'opposé, si on veut. Il y en a un labrador, il y a beaucoup de très, très gourmand, mais très volontaire aussi. Le bouvier bernois, par contre, est beaucoup plus réservé, est un chien plus sensible. Et donc, le mélange des deux tend à avoir un chien qui est plus stable, qui a un comportement plus prévisible aussi. Et d'autre part, ça permet aussi de réduire les risques de tares génétiques qui sont associés avec les races pures. Donc, en faisant un mélange qui leur est propre, Mira s'assure d'avoir une génétique qui est solide et qui permet d'entraîner des chiens de qualité. Donc, au niveau des étapes pour obtenir un chien d'assistance, car il ne faut pas se le cacher, ça peut prendre quand même un certain temps. Donc, d'une part, l'usager doit commencer par remplir un formulaire qui est disponible sur le site de la Fondation Mira. Donc, on a ici un exemple de ce formulaire. Cette étape-là permet d'évaluer la situation générale de chacun des usagers. Donc, que ce soit au niveau du type de limitation, les aides techniques utilisées, les habitudes de vie. Donc, quand on parle d'habitudes de vie, est-ce que la personne a un travail? Est-ce qu'elle a un horaire stable? Est-ce qu'elle a beaucoup de déplacements? Son environnement familial? Est-ce qu'elle a une copine? Est-ce qu'il y a un autre chien sur place? Des enfants? Un espace suffisant à l'extérieur pour le chien? Bref, un ensemble de facteurs qui peuvent venir déterminer finalement si la personne peut ou non avoir un chien Mira à la base. Donc, c'est vraiment un premier débroussaillage qui est fait par la Fondation Mira grâce à ce formulaire. Par la suite, il y a une évaluation qui est faite en personne. Donc, une fois que le formulaire est envoyé, quelques mois plus tard, la Fondation Mira contacte les bénéficiaires pour leur dire si oui ou non il y a un potentiel d'avoir un chien et les convoquer à une évaluation à Sainte-Madeleine, ça se trouve en Montérégie. Donc, c'est un groupe de 5 à 6 personnes qui va se réunir là-bas avec 2 entraîneurs et des chiens qui sont spécialement formés pour l'évaluation. Donc, pendant quelques heures, on va manipuler les chiens, ils vont voir l'interaction qu'on a avec eux, voir notre potentiel au niveau physique de réussir à contrôler un chien,
Bref, ça peut prendre un certain temps là, à évaluer ça. Puis, à la fin de la journée, on retourne chez soi et on attend encore une fois. Donc, en général, quelques semaines après l'évaluation, on reçoit un coup de fil de chez Mira qui nous dit si oui ou non on a été accepté dans le programme. Et donc, par la suite, c'est là qu'en général, le plus long délai arrive, c'est-à-dire que entre le moment où il y a l'acceptation et le moment où est-ce qu'on est appelé en classe en tant que tel pour venir chercher un chien, dépendamment du besoin, ça peut prendre entre 1 an, 2 ans. Ça dépend vraiment de chaque personne. Parce que dans le fond, il faut qu'ils trouvent un chien qui correspond à nos besoins, puis dans les chiens qu'ils ont. Donc, par exemple, un chien pour faire de l'attraction, des fois, ils n'en ont pas, parce que malheureusement, les chiens qui sont présentement disponibles n'ont pas cette aptitude-là en particulier. Donc, il faut attendre finalement qu'il y en ait un qui se présente et qu'on fasse finalement « Ah oui, ce chien-là, c'est avec telle personne qu'on va le matcher ». Et donc, finalement, arrive le moment tant attendu, on s'en va en classe d'entraînement pour aller chercher son chien. Donc, c'est 3 semaines sur place, logé, nourri et gratuitement. Donc, on est accueillis vraiment par des gens extraordinaires sur place. C'est des lieux qui sont magnifiques, c'est neuf, c'est très accessible. On partage en général une salle de bain pour 2 chambres privées. On va donc être réunis avec 5 à 9 personnes, une dizaine de personnes qui ont des besoins parfois similaires, parfois un peu différents des autres. Par exemple, dans ma classe, il y avait particulièrement beaucoup de personnes en fauteuil électrique ou encore qui marchaient. Donc, j'étais le seul qui faisait la traction avec son fauteuil. Mais donc, c'est sûr que chaque groupe est différent. La classe se passe donc sur 3 semaines. Il y a 2 entraîneurs qui permettent de faire tous les jours, de 9h à presque 5h le soir, énormément de pratiques sur les choses à savoir. Donc, les commandes de base avec le chien, les commandes plus spécifiques concernant finalement vraiment là, les tâches. Il y a vraiment des commandes spéciales qu'il faut connaître, comment interagir avec le chien, comment par exemple fonctionner quand on passe un cadre de porte. Il y a des commandes particulières, il y a des manières de procéder qu'il faut respecter. Donc tout ça, c'est des choses qu'on voit pendant la classe d'entraînement. Toute personne qui aurait besoin, par exemple, sur place d'avoir de l'aide personnelle, que ce soit pour le lever, le coucher, l'habillage, les soins personnels au niveau de l'hygiène, doit fournir lui-même son préposé. Donc ça, c'est quand même aussi quelque chose qu'il faut gérer. C'est sûr qu'une classe comme ça nécessite d'une part de la patience, de l'écoute, beaucoup d'énergie. C'est quand même, c'est pas des vacances du tout qu'on s'en va faire pendant 3 semaines, c'est du travail assez solide. Des fois, on finit la journée, on est brûlé, c'est pas long qu'on s'en va se coucher parce qu'on sait que le lendemain matin, il y a une autre journée similaire qui nous attend. Et évidemment, c'est sûr qu'il faut être capable de vivre en groupe parce que je dis que c'est pas les vacances, mais en même temps, c'est un peu comme un camp de vacances. On doit côtoyer des gens au quotidien. C'est pas tout le monde avec qui on s'entend forcément bien, mais pour les besoins de la cause, on doit réussir à passer à travers. Mais je dirais que de façon générale, c'est malgré tout une expérience très positive. Puis au bout du compte, ça vaut la peine parce qu'on en sort avec notre chien. Juste vous dire aussi, par exemple, pendant la première semaine, on sait surtout vraiment les commandes de base. On doit rester chez Mira toute la semaine et la fin de semaine qui suit aussi. Seulement la deuxième fin de semaine qu'on a l'autorisation, si tout va bien, de retourner chez soi avec le chien pour aller tester dans notre environnement naturel les différents enjeux qu'on pourrait rencontrer. Par exemple, il y avait quelqu'un qui était parti avec son chien, puis le chien, on s'est rendu compte en cours de route qu'il y avait énormément de problèmes pour le faire monter dans son véhicule. Il avait peur. Donc, par la suite, durant la 3e semaine, c'est l'occasion finalement de régler les petits problèmes qui peuvent se présenter. Ça peut être, on ne sait jamais, hein, c'est quand même des animaux, puis chacun a sa personnalité, chacun a ses propres peurs, ses propres attirances aussi. Donc, quand on parle d'attirance, c'est souvent
par exemple, d'être attiré envers la nourriture, d'être attiré envers les gens, les autres chiens, qui fait en sorte que qu'il est soumis à une attirance, le chien a tendance à moins écouter. Donc, il y a des exercices qui doivent être faits à répétition pour venir finalement corriger cette situation-là, s'assurer que le chien fonctionne bien. Donc, on va maintenant parler des avantages du câble, parce que c'est quand même principalement pour les avantages qu'on se procure un chien d'assistance. D'une part, il y a tout ce qui est outils d'intégration sociale, qui est un volet quand même important, presque, si on veut, un bénéfice marginal, mais qui fait quand même partie des avantages. Donc, d'une part, D'une part, ça facilite les interactions sociales positives avec les inconnus. Donc, de manière générale, quand on se promène avec un chien Mira, les gens viennent nous voir, viennent nous parler. Ils veulent savoir comment ça fonctionne, ils disent que le chien est beau, qu'on fait une belle équipe. Donc, à un point tel, comme j'en parlais un peu plus tard, que ça peut presque devenir un inconvénient. Mais donc, pour quelqu'un qui veut faciliter les interactions sociales avec les gens, c'est sûr que c'est un outil pour ça qui est merveilleux. Ça brise la glace automatiquement. Les gens, de manière générale, vont beaucoup plus voir le chien et l'interaction avec son maître que la limitation ou encore l'aide technique. Le fauteuil roulant prend un peu le second plan par rapport à un chien d'assistance. Donc, c'est sûr que ça peut être quelque chose aussi de positif de cette manière-là, qui fait en sorte aussi que les gens se sentent à l'aise plus facilement face au handicap. Donc, il y a moins d'évitement social, comme on dit. Ça permet de faire en sorte que les gens viennent plus vers la personne, malgré le handicap. Sinon aussi, c'est sûr qu'un chien, c'est un soutien émotionnel, c'est quelqu'un, je dis quelqu'un, c'est quelque chose, mais bon, ça a tellement de personnalité comme animal que c'est presque une personne. Mais donc, c'est toujours là, c'est à l'écoute, c'est très sensible aussi à notre sentiment du moment. Donc, ça aide des fois à passer à travers certains moments qui sont plus difficiles. Ça permet aussi, dans une certaine mesure, d'avoir un sentiment de sécurité. On n'est jamais seul, on est accompagné. Le chien est une présence rassurante, donc on se sent en sécurité quand on se promène dans un endroit qui peut être moins, par exemple, fréquenté ou le soir, la nuit. Le chien apporte ce sentiment-là. Ça permet aussi, dans bien des cas, d'avoir une augmentation du sentiment de bien-être et d'estime de soi. Donc, le fait d'avoir un chien, c'est comme un plus très positif dans la vie, puis ça permet de donner un peu de brillance et de soleil. Ça a l'air un peu quétaine, mais c'est quand même ça au quotidien. Et de manière générale, ça permet de briser l'isolement, qui est quand même un problème assez marqué chez les personnes handicapées. Donc, ça permet de sortir, ça permet de rencontrer des gens. C'est quelque chose de très positif. Donc, au niveau vraiment de la mobilité, c'est sûr que ça donne moi, personnellement, quand j'ai eu mon accident en 1999, presque tout de suite, j'ai demandé à avoir un chien Mira. Je suis quelqu'un qui aimait beaucoup les chiens et ça a pris à peu près, disons, 2 ans avant d'avoir mon chien. Je dirais qu'une fois que j'ai eu mon chien, ça a augmenté mon autonomie d'à peu près 200%. Ça m'a permis de me déplacer de manière autonome, en fauteuil roulant manuel, sur de très grandes distances, donc j'habite en ville. Ça me permet d'aller me promener, d'aller faire des courses, de ne pas dépendre des proches non plus. Ça encourage aussi à sortir parce que, d'une certaine manière, on sait qu'on ne va pas rester pris, qu'on peu importe le terrain auquel on va être confronté, que ce soit l'hiver, une pente, donc ça nous permet d'aller dans des endroits qu'on ne connaît pas forcément, de vraiment aller explorer, par exemple, un nouveau quartier, un nouvel endroit. Ça permet aussi de garder une meilleure forme physique. Donc, c'est sûr que ça a l'air facile comme ça. On dit, ah, tu te fais tirer par un chien. Soyez assurés que ça nécessite quand même beaucoup d'efforts physiques pour réussir à contrôler. Donc, le chien tire, mais tout ce qui est au niveau du contrôle, il faut le faire avec nos mains, il faut bouger. Ça nécessite donc quand même vraiment de faire de l'exercice qui favorise une forme physique. Là, je dis que c'est difficile, mais c'est sûr que, par exemple, on voit par exemple à l'écran en ce moment quelqu'un qui est une personne tétraplégique. Et donc, il y a quand même vraiment
manières de gérer ça de façon à ce que ça soit quelque chose de positif et pas seulement épuisable, mais donc ça permet quand même de garder une forme physique. Donc, je vais maintenant vous montrer un peu comment ça fonctionne, le harnais de traction. Donc, alors ici, on a un harnais de la nouvelle génération, ceux dont je parlais un peu plus tôt, qui ont une tige de métal qui vient s'installer tout le tour du chien sur lequel le fauteuil vient s'attacher. Ici, comme vous pouvez voir, c'est avec un velcro, donc c'est facile à manipuler. Le chien vient s'installer comme ça ici. Bagou? OK. Mets ton harnais. Ouais. En général, les chiens sont assez contents de mettre leur harnais. Ça veut dire qu'on s'en va se promener, qu'on va aller faire de l'exercice. Donc, après ça, ben, on vient chercher le morceau ici. Bagou, viens ici, viens ici. Au pied. Bagou. Viens ici. Au pied. Viens ici. Ça, reste. On vient installer la courroie de velcro comme ça ici. S'assure que c'est bien serré pour pas que ça se détache pendant la traction. Après ça, on a une laisse qui est installée sur notre fauteuil en permanence qui permet d'une part de pouvoir attacher le chien quand il n'est pas en traction, donc sur son collier ici, mais aussi de venir faire le lien entre le fauteuil et le harnais. Donc on a ici une courroie avec 2 anneaux. On vient glisser la laisse à l'intérieur et on vient l'attacher à un endroit défini sur le fauteuil. Ici, ça c'est le moyen vraiment classique si on veut. Il y a plusieurs adaptations différentes qui existent, que Mira ont développées pour tout type de préhension. Donc personne par exemple tétraplégique qui aurait plus de difficultés à manipuler les choses. Il y a d'autres types d'adaptations qui peuvent être faites. Il peut y avoir par exemple un anneau qui est inséré sur le dessus ici qui permet vraiment d'aller chercher. Il peut y avoir aussi même des crochets qui peuvent être installés sur le fauteuil qui permettent de façon efficace et plus simple finalement de venir attacher le harnais sur le fauteuil. Donc après ça, ben, il y a différentes commandes qui sont en lien avec l'attraction. Donc après ça, il y a à ta place, Bagou, à ta place. Le chien dans cela vient se positionner à l'avant du fauteuil. Comme on peut voir ici, ça permet vraiment, ou l'harnais permet vraiment au chien de venir mettre tout son poids de façon alignée dans le harnais pour pouvoir tirer. Puis après ça, ben, il y a la commande en avant. En avant. Allez, ouais, bon chien. Ça permet aussi, comme je disais, donc de faire les plus grandes distances, mais aussi de conserver son énergie pour les autres choses. On sait qu'en fauteuil roulant, tout prend plus de temps, prend plus d'énergie. Donc, en économisant de l'énergie avec notre chien, ça évite de tout mettre au niveau de nos déplacements, mais ça permet aussi de prévenir certaines douleurs ou certaines blessures au niveau des épaules. On sait que c'est quelque chose de très important de préserver l'intégrité de nos bras, parce que c'est notre moteur principal quand on se déplace en fauteuil roulant manuel. Donc le chien permet ça. Il y a 3 commandes principales pour la traction. Il y a en avant qui permet vraiment de dire au chien qu'on veut qu'il se mette à tirer. Il y a la commande G qui permet de dire au chien qu'on veut tourner à droite. Et la commande R qui permet de dire au chien qu'on veut tourner à gauche. Donc c'est un peu comme finalement les chiens de traîneau qui ont des commandes précises vocales. Allons-y. Bagou, viens. Ta place? En avant. Hop, hop. En avant. En avant. Ouais. Bonne fille, ça. Ouais. Donc, ben c'est ça. C'est une petite démonstration de traction. Comme vous avez vu, ça peut servir par exemple à passer aussi des obstacles. Que ce soit une petite chaîne de trottoir, ça peut être un seuil. Donc on vient s'installer sur l'obstacle.
On monte les roues en avant, on dit au chien finalement d'être à sa place, de s'accoter dans l'harnais, puis de tirer. Donc ça permet de réussir à donner une force supplémentaire pour réussir à passer par-dessus les obstacles. C'est sûr, comme on disait un peu plus tôt, bien, il y a un ensemble de tâches que le chien peut aider à accomplir. Donc on parle de l'habillage, du déshabillage, de l'aérotransfert. Au niveau de l'hygiène, par exemple, quelqu'un, tu es dans la douche, tu as perdu la débarbouillette, le savon, des choses comme ça, que le chien peut les apporter. Même chose, j'en ai pas parlé, mais c'est sûr qu'au niveau du rapport d'objet, une chose qui est quand même très utile, c'est par exemple quand on transfère sur un divan, on se rend compte finalement qu'on n'a pas mis les freins comme il faut sur le fauteuil s'est déplacé, il est hors de portée, bien, le chien peut par exemple réussir à venir à le chercher et nous le rapporter pour qu'on puisse faire le transfert. Ça permet aussi d'avoir une plus grande autonomie envers les proches. On sait que les proches aidants sont souvent très sollicités, en particulier au début suite à une blessure médulaire, le temps que les habitudes de vie s'installent, mais aussi on sait des fois que quelqu'un, par exemple, qui a moins de motricité, qui a moins de force au niveau des membres supérieurs, va souvent avoir besoin de plus d'aide. Mais le chien d'assistance permet de réduire un peu cette dépendance-là, ce qui est quelque chose de très positif, qui peut finalement, même dans certains cas, réussir à permettre une diminution de l'aide à domicile nécessaire. Donc, c'est quelque chose qui a déjà été observé. Et par ailleurs, ça permet au quotidien d'augmenter la fréquence et la durée des déplacements à l'extérieur, donc de faire plus de sorties, de voir plus de monde et donc de briser l'isolement, comme on a déjà dit. Par contre, c'est sûr qu'il y a effectivement aussi des désavantages. C'est pas juste des avantages, il y a des responsabilités qui vont avec ça. Au niveau du calme, c'est sûr qu'il y a du poil. On ne s'en sortira pas. C'est un chien. Dans certains cas, c'est un chien qui a le poil long, qui a beaucoup de poils, qui mue 2 fois par année. Donc, j'aime à dire que ça fait partie de mon alimentation quotidienne et c'est presque pas une blague. Donc, il y a moyen de contrôler ça, évidemment. Il faut brosser souvent son chien. Il y a des débats là-dessus. Moi, personnellement, je le fais raser 2 fois durant l'année pour essayer quand même d'avoir un certain contrôle là-dessus. Sinon, il y a quand même toutes les obligations qui sont en lien avec sortir le chien pour lui faire faire ses besoins, pour lui faire faire de l'exercice quand même un minimum. Et ça prend... c'est pas tous les jours qu'on a le goût. Des fois, on est moins en forme. Des fois, il fait pas beau dehors. Mais ça reste qu'un chien, ça a besoin de sortir. Donc, ça fait partie des obligations. Il y a un ensemble de soins quotidiens. Donc, comme je disais tantôt, il faut le brosser, il faut lui faire la coupe de griffes, il faut le nourrir, il faut aller chercher sa nourriture chez le marchand. Donc, un ensemble de tâches au quotidien qui doivent être accomplies avec son chien, qui nécessitent du temps. Donc, sinon, il y a aussi quand même tout l'aspect des coûts. Il y a une subvention qui existe de la part du gouvernement du Québec qui est donnée aux utilisateurs en règle qui ont passé l'évaluation du gouvernement pour obtenir l'équivalent d'à peu près 1 200 $ par année. Ce qui normalement doit couvrir à peu près l'ensemble des frais. Cependant, si votre chien se blesse, différents problèmes comme ça qui peuvent survenir, il peut y avoir des coûts quand même importants qui sont associés à ça, qui peuvent venir dépasser le montant de la subvention qui est donnée par le gouvernement. Donc, c'est quand même quelque chose dont il faut tenir compte. Finalement, il y a aussi tout l'aspect des choses que le chien doit avoir dans ses déplacements. On sait déjà en fauteuil roulant, on a souvent beaucoup de choses de plus à amener que les autres qui se déplacent juste sur leurs 2 pieds. On a le fauteuil, on a potentiellement du matériel urologique, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est sûr que là, il y a le chien aussi qui doit avoir ses choses. Il doit avoir, si on part pour le week-end, il doit avoir sa nourriture, il doit avoir ses bols, il doit avoir son lit, il doit avoir quelques jouets, son harnais. Bref, un ensemble d'équipements qui doit être transporté. Je vais maintenant vous montrer en fait les différents objets que je dois transporter de manière quotidienne avec moi pour les différentes choses dont Bagou a besoin.
Donc, tout ça se trouve dans un petit sac à l'arrière. Premièrement, des gants, parce que c'est sûr qu'entre actions, le chien tire, nous on doit contrôler le fauteuil avec les mains. Ça vient à faire beaucoup de friction, donc à un moment donné, si on n'a pas de gants, c'est sûr qu'on se blesse. Puis assez rapidement, il faut le dire, on fait une grosse consommation de gants. Assez rapidement, les gants sont usés. Il y a des trous qui se forment aux différents endroits qu'on utilise le plus régulièrement pour freiner, pour diriger le fauteuil. Donc, faut mettre ça dans notre budget, une paire de gants par mois à peu près. Donc après ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici une petite bouteille compacte qui permet de transporter de l'eau tout le temps quand je suis avec Bagou. C'est sûr que le chien il travaille fort quand il tire, c'est quand même un exercice exigeant. Donc, viens ici. Donc on a besoin de toujours avoir de l'eau pour le chien. Un petit contenant qui contient les sacs pour ramasser les besoins. Donc, c'est pas parce que c'est un chien Mira qu'il ne faut pas les ramasser. C'est la moindre des choses de pouvoir laisser les endroits où est-ce qu'on passe propres après le chien. Normalement, en général, le chien va faire toujours ses besoins le matin, le soir, dans son coin à besoins personnels qui se trouve au domicile ou à un endroit précis là, qui lui est attitré. Mais c'est sûr que quand on part toute la journée, qu'elle boit, qu'elle fait de l'exercice, ben des fois ça arrive qu'elle a quand même besoin de faire des besoins qui doivent être ramassés. Donc les sacs, un bol pour l'eau, donc qui me permet de toujours avoir la possibilité de lui donner de l'eau quand elle en a besoin. Et finalement, le plus important pour Bagou, des croquettes. Donc comme je disais un peu plus tôt, ça fait partie des choses on doit encourager son chien, le féliciter quand il fait les bonnes choses. Donc, voilà. Bonne fille. En dehors des exigences d'entretien, c'est sûr qu'au niveau personnel aussi, il y a un ensemble de facteurs qui doivent être pris en compte. Les chiens sont des êtres d'habitude, donc ils ont besoin d'avoir un horaire très fixe. Moi, mon chien mange à 7 h le matin, à 7 h le soir. Je le sors juste avant de manger, je le ressors une heure après pour qu'il aille finir tous ses besoins. En général, après ça, donc une journée type doit être respectée. Puis c'est sûr que quelqu'un qui lui-même n'a pas un horaire relativement régulier, bien, ça peut devenir un enjeu pour le chien. D'autre part, c'est sûr que avoir un chien d'assistance, ça nécessite énormément de rigueur. Ça nécessite de toujours répéter et d'avoir une constance au niveau des commandes, au niveau du comportement, ce qu'on lui permet de faire, ce qu'on ne lui permet pas de faire. Il faut souvent le répéter, donc c'est quand même quelque chose qui nécessite de la patience. Et au quotidien, ça peut devenir quelque chose qui est lourd des fois. Par ailleurs, comme je disais un peu plus tôt, les gens ont tendance à venir te parler quand tu as un chien Mira. Ça peut être quelque chose de positif, mais ça peut devenir, comme dans mon cas, moi je trouve qu'à un moment donné, si je ne suis pas capable de faire 2 coins de rue sans avoir à expliquer l'ensemble de ce que c'est avoir un chien Mira, à quoi il sert, combien de temps ça prend, tout le processus, c'est quelque chose que je répète là, plusieurs fois par semaine. Donc, ça peut devenir effectivement un peu épuisant des fois. De même, quand il faut toujours répéter à tout le monde de ne pas déranger le chien, parce que quand un chien a un harnais qui est en travail, il ne faut pas y toucher, il ne faut pas y parler, il ne faut pas même le regarder idéalement, dans la mesure où ça vient le déconcentrer et que ça ne lui permet pas de faire son travail de manière adéquate. Ce qui fait en sorte que souvent, je vais devoir chicaner mon chien parce qu'il est attiré par des gens qui lui font des guili-guili. Après ça, la personne est fâchée parce que j'ai chicané mon chien. Faut tout le temps gérer ça aussi. Donc, c'est quelque chose qui est désagréable. Puis, sinon, c'est sûr que ça occupe une place physique à côté de soi. Viens. C'est un chien quand même qui pèse 80 livres dans le cas de Bagou à peu près. OK. Donc, il faut toujours le ramener au pied, il faut savoir qu'est-ce que notre chien est en train de faire. Assez. Il faut gérer assez. Assez.
Des fois, il ne veut pas obéir, comme par exemple, ce que vous avez une démonstration, il demande de répéter. Bien, c'est sûr que c'est toujours un être à l'extérieur de soi. Couche. Couche. Non. Ici. Ici. Allez. Couche. Attention. Donc, vous avez une démonstration. Des fois, le chien veut faire à sa tête. Il ne veut pas forcément se mettre où est-ce qu'il est supposé. Bien, ça fait en sorte qu'il faut répéter, qu'il faut s'assurer que le chien ne gagne pas. Donc, il faut toujours que le maître ait le dernier mot. Sinon, le chien, on lui donne un pouce, il prend un pied. C'est officiel. Sinon, bien, c'est sûr qu'il y a d'autres avantages aussi. Au niveau de l'environnement, par exemple, on en a parlé un peu plus tôt, mais des fois, on vit la discrimination d'accès à certains lieux publics. On se fait dire qu'on ne peut pas rentrer dans un restaurant, dans un bar, dans un taxi, et c'est quelque chose qui engendre de la frustration, des fois, qui peut être très désagréable. Donc, c'est des choses qu'il faut savoir, qui se peuvent. Il y a par exemple, par contre, d'autres endroits où c'est juste tout simplement pas approprié d'amener un chien. Je m'en vais dans un spectacle, dans une grosse foule. Je sais que c'est mon chien avec du bruit, avec des gens qui ne vont pas le voir, qui vont marcher dessus. Donc, c'est quelque chose dont il faut tenir compte par quoi, qui fait en sorte qu'on va laisser le chien à la maison, ce qui va souvent le rendre un peu triste. Donc, il est habitué d'être avec nous 24 heures sur 24. C'est des grands dépendants affectifs, ces chiens-là. Donc, c'est quand même une réalité dont il faut tenir compte. Par ailleurs, bien, des fois, il y a des allergies. Il y en a des fausses. Des fois, certaines personnes vous donnent ça comme excuse, mais il y en a aussi des vraies. Par exemple, personnellement, mon beau-père était très allergique aux chiens, ce qui fait en sorte que je ne peux pas aller chez lui avec le chien. Donc, et de façon similaire, ben, c'est toujours un peu compliqué quand il doit venir chez moi. Donc, ça fait partie de la réalité. Mais finalement, ben, un aspect dont on parle moins, mais qui est quand même réel, c'est les risques de chute. Donc, en traction avec un chien, on se fait tirer, donc le chien est en avant de nous. Et si on ne fait pas forcément attention, ou on sait dans quel état des fois les trottoirs sont dans nos magnifiques municipalités. Donc, bien, ça peut arriver qu'un petit trou en avant coince dans un trou, dans une chaîne de trottoir, un bateau pavé qui est un peu trop haut. Donc, il y a toutes des situations qui peuvent faire en sorte qu'on bascule vers l'avant et qu'on tombe. Ça m'est arrivé quand même à quelques reprises. C'est pas quelque chose de dramatique. Je me suis écorché les genoux. Finalement, c'est surtout mon orgueil personnellement qui en a pris un coup, mais c'est quand même quelque chose dont il faut être conscient. Donc, en conclusion, j'espère que ce que vous retenez de ma présentation, c'est pas tant les désavantages que je viens de nommer, mais bien tous les avantages que j'ai abordés précédemment. Parce que c'est sûr que ça nécessite quand même un investissement à long terme, donc au niveau d'énergie, au niveau du temps, mais c'est un investissement et pas une dépense. Donc, c'est quand même quelque chose qui vaut la peine. Et la preuve, c'est que je me suis rembarqué pour un deuxième chien. Donc, un chien, ça a une durée de vie utile. Donc, en général, il est capable de travailler là, pendant de 6 à 8 ans, dépendamment du chien, dépendamment de ce qu'il fait aussi. Mais donc, là, j'en ai encore ouais, encore pour plusieurs années avec Bagou ici. Et je ne regrette pas. Par contre, c'est sûr qu'il y a une période d'ajustement aussi dont il faut tenir compte, dont j'ai moins parlé tantôt, mais quand on a un chien, il y a pendant la première année qui suit la prise de possession, tout un ajustement. Donc, en fait, le chien, on doit s'habituer à lui, il doit s'habituer à nous, nos habitudes de vie, pour éventuellement devenir une équipe efficace. Mais pendant cette période-là, il ne faut pas se décourager, puis il faut quand même persévérer parce que par la suite, c'est toutes des choses qui se débloquent. Au bout du compte, le jeu en vaut la chandelle pour avoir de magnifiques petites bêtes comme ceci. Et sinon, ben, je vous invite aussi à communiquer avec moi. Pour toute question, ça va me faire plaisir de
de répondre. C'est sûr que chaque situation est unique et je ne suis pas un entraîneur de la Fondation Mira, je ne suis pas un employé de la Fondation Mira. Je peux répondre de façon générale à un ensemble de situations, mais si c'est des questions très très précises sur votre condition physique, il y a des chances que je vous dise tout simplement, bien, vous devez contacter Mira et eux-mêmes sauront vous répondre. J'espère que vous avez apprécié cette webconférence sur les chiens d'assistance à la mobilité. Bagou vous salue aussi. Au plaisir!